Merci Cécile. Bonjour à tous. Alors, comme l'a rappelé Thierry tout à l'heure, nous sommes en 2037. La population mondiale a explosé. 8,6 milliards d'habitants. 1 milliard de plus que 20 ans auparavant, en 2017. Alors, pour nourrir cette population de presque 9 milliards d'habitants, eh bien, les comportements alimentaires des pays occidentaux ont dû être sévèrement modifiés. Réduction drastique de la viande, notamment, lourdement taxée par les gouvernements à partir des années 2020, et qui a dû être remplacée par des substituts à base d'insectes, d'algues, et même de viande in vitro, ces cellules souches qui sont cultivées en laboratoire. Les fruits et légumes poussent désormais dans des fermes verticales, ces belles tours que vous pouvez admirer, qui ont fleuri dans Paris et dans toutes les principales villes du monde. Ce sont des tours où les fruits et légumes donc poussent avec des méthodes basées sur l'hydroponie, l'aéroponie, l'aquaponie, des méthodes donc en circuit fermé où tous les paramètres sont contrôlés, l'humidité, l'éclairage avec des lampes LED, et qui sont hyper productives, qui donnent donc plusieurs récoltes de fruits et légumes par an et apportent à ces consommateurs urbains donc des produits frais en n'importe quelle saison. Les imprimantes 3D se sont diffusées dans tous les foyers et elles permettent aux membres du foyer d'imprimer chacun son repas en fonction de ses préférences ou ses allergies éventuelles alimentaires. Dans les restaurants, ce sont les robots qui ont pris la place des chefs et qui s'occupent désormais de tout, de l'épluchage, du découpage des légumes, à la préparation, la cuisine des plats et jusqu'au service à table. Le lien entre l'alimentation et la santé étant de plus en plus connu et reconnu, et la prévention de plus en plus encouragée par les mutuelles et les assurances privées, les outils du numérique, les objets connectés au service de la nutrition se sont diffusés et ils donnent les moyens aux consommateurs de suivre au jour le jour, au plus près, leurs apports caloriques, leurs apports en nutriments, de contrôler éventuellement des écarts. Donc, leur demanderont de faire un petit peu de sport pour compenser, par exemple, puisque c'est relié également à des objets connectés qui mesurent leur activité physique. Et leur permettent également d'éviter des ingrédients, des aliments avec des choses indésirables comme du gluten ou bien encore des pesticides. Des substituts de repas liquides contenant l'ensemble de ce dont on a besoin pour être en bonne santé, non seulement les apports caloriques, mais vraiment des apports complètement équilibrés, encore une fois en termes de nutriments et de vitamines, se sont largement diffusés et permettent aux employés de ménager leur productivité et de pouvoir se consacrer pleinement à leur travail sans avoir besoin de faire sans arrêt des pauses pour s'alimenter. Enfin, c'est le frigo qui passe commande des courses après avoir scanné son contenu, vérifié l'état des placards également, l'état des stocks de lait, des stocks de l'eau, les dates de péremption des yaourts. Donc ces courses sont passées automatiquement et elles sont également livrées automatiquement, bien entendu, par drone, livrées dans des casiers qui sont situés sur les toits des immeubles. Alors à ce stade de l'exposé, je voudrais m'arrêter 2 minutes et je voudrais vous poser 2 petites questions. Qui dans la salle parmi vous pense que c'est effectivement le scénario qui nous attend en 2037 ? Est-ce que vous voulez bien lever la main, ceux qui pensent que c'est bien effectivement comme ça qu'on va manger en 2037 ? D'accord. Donc on a 5 ou 6 personnes. Et maintenant, qui dans la salle, vous pouvez avoir une réponse différente, a envie de s'alimenter ou de s'approvisionner comme cela en 2037 ? 2 personnes. 3 personnes, pardon. Thierry aussi. D'accord, Thierry, on en reparlera. Alors bon, moi, je vais prendre parti. Moi, je pense que c'est faux, tout ce que je viens de vous raconter. Je pense que c'est faux, notamment parce que, un peu
pour ce qu'a dit tout à l'heure Cécile, parce que ça fait déjà très longtemps qu'on envisage le futur de l'alimentation comme ça. Et même, je remonte encore plus loin que Cécile, parce que dans la littérature, on retrouve des choses, alors notamment, Cécile a parlé des pilules, effectivement, on a longtemps envisagé l'avenir de l'alimentation sous forme de pilules. Déjà, Albert Robida, 1895, avait déjà envisagé ça, et c'est effectivement un thème récurrent de la littérature de science-fiction. Après, on a également le poulet synthétique, par exemple, qui avait envisagé par Winston Churchill, 1931. Donc pourquoi faire pousser un poulet entier? Pourquoi élever un poulet entier alors qu'on peut très bien faire pousser une aile ou un blanc de poulet et que donc on aurait ainsi moins de gâchis? Et puis, Cécile l'a rappelé, effectivement, cette idée des substituts de repas qui courent tout au long de la littérature ou des films de science-fiction et qu'on retrouve dans le fameux Soleil vert donc de 1974. Alors tout ça, ça a été déjà depuis longtemps envisagé, et même, j'irai plus loin, c'est déjà, pour une grande partie de ces innovations, déjà possible techniquement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne s'est pas diffusé d'ores et déjà? Pourquoi on n'a pas déjà ces pilules? Elles sont déjà possibles pour des personnes qui sont dans l'armée, ça a été mis au point déjà il y a longtemps pour les cosmonautes, bien entendu. Pourquoi tout cela ne s'est pas diffusé? Eh bien, parce qu'on oublie toujours le plus important. On ne mange pas simplement pour se nourrir, on ne mange pas tout simplement pour rester en vie. L'alimentation a un rôle beaucoup plus important que cela. Et même plutôt, elle a des rôles. Et cela dans tous les pays et dans toutes les cultures. C'est avant tout un plaisir. C'est aussi un moment de convivialité. Il y a également un rôle de socialisation, d'apprentissage des règles. Donc beaucoup de rôles différents que ces innovations ne remplissent pas forcément. Alors, c'est pour ça qu'à mon avis, si on passe donc les précédentes entre guillemets, innovations dont j'ai parlé au début de ma présentation, si on les passe en revue au crible de ces critères, elles ne tiennent pas véritablement la route. Parce qu'en effet, à mon avis, c'est pour ces raisons que les algues, et plus encore les insectes, ont peu de chances de se diffuser largement dans nos régimes alimentaires occidentaux, parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes culinaires. Mais en revanche, bien entendu, ça peut être une source de protéines pour des pays qui en consomment déjà. Pour les insectes, c'est le cas de beaucoup de pays africains, de pays d'Amérique du Sud ou encore d'Asie. L'Asie également consomme déjà beaucoup d'algues. Le Japon, la Corée, d'autres pays asiatiques sont déjà habitués également à consommer des algues. Donc en fonction de chaque identité culturelle, ces différentes sources de protéines pourront être plus ou moins développées. Elles ont également, je fais une petite parenthèse, elles ont également des perspectives intéressantes dans le domaine de l'alimentation animale. Mais ça, c'est pas le sujet de cette présentation. Dans nos pays occidentaux, dans nos pays développés, on a d'autres sources de protéines beaucoup plus simples. Pourquoi chercher plus loin? On a des sources de protéines alternatives, si on veut vraiment les développer, que sont les protéines végétales et qui font déjà partie de nos habitudes culinaires. Des protéines végétales qu'on retrouve dans les légumineuses, par exemple, simplement dans les lentilles, dans les pois chiches, dans les haricots. On a toute une gamme de produits très riches en protéines végétales qui avaient un peu disparu de nos assiettes, mais qui commencent à faire un retour, et surtout qui vont donner naissance à de nouveaux produits, des innovations plus adaptées à nos modes de vie, à nos modes de consommation. Il y a déjà un certain nombre de produits qui sont en train d'être mis sur le marché. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont dans les tuyaux. Il y a des gros programmes de recherche au niveau français, au niveau européen. Il y a beaucoup d'investissements aux États-Unis dans cette question-là. Donc attendez-vous effectivement à beaucoup d'innovations dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne la viande in vitro, c'est encore plus cette question de la culture alimentaire et des habitudes qui va poser un problème, puisqu'on voit bien que le mode de production complètement artificiel pose un problème à beaucoup de consommateurs. Le fait que ça soit considéré comme certains, comme d'ailleurs la première tentative qui avait été faite de l'équipe de Mark Post aux Pays-Bas de proposer un steak produit de cette façon, a été qualifié de steak Frankenstein, et sans compter donc les autres questions qui se posent du prix,
donc de la rentabilité économique de la chose, mais également de l'impact environnemental qui n'est pas forcément aussi favorable que les promoteurs donc, de ces techniques veulent le laisser entendre. Et ça aussi, c'est une question qu'il faudra toujours se poser concernant ces innovations, puisqu'il y a beaucoup d'effets d'annonce en la matière, mais ces impacts environnementaux ne sont pas encore véritablement bien connus et ne seront pas forcément toujours aussi favorables. Donc, comme je le disais, le rapport à l'alimentation conditionne l'adoption ou non de ces innovations. Et c'est aussi pourquoi les objets connectés qui permettent le fameux quantified self de la nutrition vont peut-être se diffuser auprès d'un nombre croissant de personnes. C'est des personnes qui sont effectivement obligées de surveiller pour des raisons médicales ce qu'elles mangent, de surveiller au plus près parce que ce sont des personnes par exemple diabétiques avec des taux de cholestérol trop élevés ou des personnes réellement allergiques ou intolérantes et qui ne peuvent pas se permettre de prendre un risque en mangeant donc quelque chose qui serait vraiment néfaste pour elles. Et c'est effectivement un nombre croissant de personnes. Mais il y a quand même peu de chances que ça se diffuse à l'ensemble de la population. Parce que, là encore, des différences culturelles entre des pays qui ont un rapport plus fonctionnel ou plus mécanique, disons, à l'alimentation, comme les pays anglo-saxons, et nos pays européens, enfin surtout en France, mais c'est partagé par beaucoup de pays européens, où on a encore une fois davantage la dimension de plaisir et surtout on n'est pas dans le contrôle permanent, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui nous contrôle de manière permanente sur ces questions-là, sauf si on n'a vraiment pas le choix, encore une fois, pour des raisons de santé. Alors dans la cuisine, évidemment, les appareils électroménagers vont continuer à se perfectionner. Il y a encore une fois beaucoup de choses qui sont en train d'être mises au point, des appareils de plus en plus connectés et même interconnectés les uns aux autres. Ce sont des appareils qui peuvent suggérer des recettes en fonction de vos préférences, de ce que vous lui avez déjà appris, ou même en fonction de la météo. Je crois que Orange fait partie d'un programme de ce genre. Mais il est peu probable qu'on délègue l'ensemble des tâches à un robot à tout faire. Parce que, d'abord, on veut pouvoir garder le contrôle, on veut pouvoir avoir le sentiment, quand même, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de faire soi-même. C'est quelque chose qui est important, qui reste important, encore une fois, psychologiquement. Et donc, être assisté, avoir des assistants numériques, oui. Avoir délégué l'ensemble des tâches, non, je ne pense pas. Ça m'amène à l'imprimante 3D. L'imprimante 3D fait aussi souvent la une des journaux. Hein. C'est toujours aussi quelque chose d'un peu spectaculaire. Mais l'imprimante 3D, elle va être adoptée par les fabricants de chocolat, de confiserie. Ça permet de personnaliser des produits, ça permet d'avoir des formes originales, ça permet d'avoir donc des choses amusantes pour des occasions particulières, pour les anniversaires, pour les mariages, pour les entreprises. Pour les événements d'entreprise, vous allez pouvoir imprimer en chocolat ou en bonbons le logo Orange, le logo Futurible, d'ailleurs, ce sera peut-être bientôt possible. Et donc, c'est amusant, c'est rigolo, mais probablement pas dans l'ensemble des cuisines, des foyers, pour plusieurs raisons, des raisons techniques et des raisons économiques. On pourra en reparler. Donc, ça ne sera pas le nouveau micro-ondes, comme l'annonce leur promoteur. Donc l'alimentation en 2037, finalement, je vais peut-être vous décevoir, mais son apparence ne sera pas forcément très différente de celle de 2017. Ben, si vous regardez notre assiette aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment si différente de celle d'il y a 20 ans? Et pourtant des vraies transformations profondes sont à l'œuvre qui vont la modifier, vraiment en profondeur. La première de ces transformations, il faut vraiment regarder, c'est la déstructuration des repas et la montée du snacking. Ce n'est pas une tendance récente, c'est une tendance qui est au contraire déjà très avancée dans un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons, mais ça va continuer de gagner du terrain en France, dans d'autres pays européens et également dans les pays émergents. Alors, les conséquences de cela, c'est qu'on va manger de plus en plus tout au long de la journée par petites prises alimentaires et moins par
avec des repas structurés à heure fixe, des repas structurés avec entrée, plat, dessert. L'autre conséquence, c'est que du coup, un certain nombre de ces prises alimentaires seront prises justement tout seul et moins en famille ou avec des collègues ou avec d'autres. Même si la convivialité qui est propre quand même au modèle alimentaire français, mais également à d'autres modèles alimentaires, peut faire de la résistance, même dans le contexte de la montée du snacking. Donc les produits qui sont aujourd'hui dans l'assiette seront peut-être et sans doute encore dans notre assiette dans 20 ans, mais on assistera cependant à certainement un rééquilibrage entre les protéines animales et les protéines végétales. Aujourd'hui, les protéines animales représentent 2/3 de notre assiette, les protéines végétales 1/3. Ce rééquilibrage, on peut imaginer assez facilement qu'on aille vers 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales. Cela signifie donc forcément moins de viande, un peu moins de viande, mais pas la disparition de la viande, et donc pas forcément son remplacement par des choses, encore une fois, ultra technologiques, mais une viande de meilleure qualité, avec des élevages plus respectueux du bien-être animal et qui réduisent leur impact environnemental. Le rééquilibrage va concerner également l'origine des produits agricoles qui seront cultivés plus près des consommateurs, en tout cas pour une partie d'entre eux, et puis aussi sans doute au cœur des villes avec les fameuses fermes urbaines, fermes verticales, mais qui ne seront pas forcément et sans doute pas exclusivement sous forme de tours, comme on a vu tout à l'heure, qui sont des projets de très jolis projets de designers, mais plutôt, comme ça commence déjà à essaimer un peu partout dans le monde, sous forme de serres sur des toits des immeubles, des toits des magasins, ou également des containers, ou bien dans des caves, enfin toutes sortes d'endroits qui peuvent être investis comme cela par ce type de production, qui vont effectivement permettre d'apporter des produits frais pour les consommateurs urbains, mais ce n'est pas avec cela qu'on va nourrir le monde, ça va représenter une petite partie de l'approvisionnement en fruits et légumes des consommateurs urbains. Donc regardez, encore une fois, les ordres de grandeur. Et puis tout cela a encore une fois un coût. Ces produits, même s'il peut y avoir des économies d'échelle qui soient réalisées, des progrès techniques qui permettent de réduire leurs coûts, ces produits seront toujours plus chers que les produits conventionnels actuels. Donc il y a un certain nombre d'avantages qui y sont associés. Et en même temps, encore une fois, ce n'est pas avec ça qu'on va faire du volume, ce n'est pas avec ça qu'on va nourrir le monde. Donc on aura également toujours des produits transformés qui forment la base de notre alimentation. Plus de 80% des produits que nous consommons sont des produits transformés. Et on en aura encore dans 20 ans. Ça, j'en suis convaincue. Mais par contre, ils vont eux aussi être transformés, modifiés en profondeur, avec des produits avec moins de sel, moins de sucre, moins de gras, et qui, avec des ingrédients un nombre réduit d'ingrédients et des ingrédients de meilleure qualité. Alors, comment tout cela, ça a été possible ? Ça a été possible par la conjonction de deux phénomènes, l'activisme de certaines associations et ONG, de plus en plus fort, et relayé notamment par les réseaux sociaux, donc avec une force de frappe, je dirais, plus importante, et également la conjonction de ce phénomène avec les outils numériques, que ce soit par exemple des applications smartphones reliées à des bases de données en open source sur la composition nutritionnelle des produits ou sur les modes de production des produits, et puis également les codes QR, et puis demain la blockchain. Donc une apparence en 2037, une alimentation avec une apparence qui ne sera pas forcément ultra technologique, qui sera peut-être même moins sophistiquée, je le disais, moins d'ingrédients, peut-être moins sophistiquée qu'aujourd'hui, et pour autant une technologie bien présente, mais discrète. Ce sont les algorithmes qui vont permettre d'optimiser la logistique des circuits courts, les circuits de livraison. C'est l'intelligence artificielle au service de l'élaboration de menus équilibrés et de l'assistance à leur préparation.
Ce sont aussi les capteurs qui vont réduire le gaspillage tout au long de la filière alimentaire. Ce gaspillage qui représente quand même 30% de ce que nous mangeons. Donc quand on pense qu'il va falloir produire plus pour nourrir le monde, eh bien commençons déjà par récupérer tout ce que nous jetons à la poubelle. 30%, une augmentation de 30% de la production, il n'y a aucun OGM qui permettrait de faire ça. Donc autant réduire le gaspillage à sa source et ça sera plus efficace. Cette technologie présente et discrète, c'est également les lampes LED qui permettent de faire pousser donc ces salades ou ces fraises dans des conditions optimales. Donc encore une fois, pour qu'une invention scientifique ou technique devienne innovation, il faut avant tout qu'elle réponde à un besoin, mais aussi qu'elle s'inscrive dans un contexte culturel particulier, dans des spécificités culturelles. Et que ces spécificités culturelles, elles restent et elles resteront demain, en 2037, certainement très très structurantes. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'approches sociologiques, on a besoin d'approches anthropologiques, mais également des approches économiques, puisque encore une fois, il faut aussi passer ces innovations au crible de leur rentabilité économique. C'est vrai dans tous les domaines, je pense que ça sera vrai dans les domaines qu'on va aborder après, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'alimentation, parce que cela touche très très fortement à l'intime, au personnel, aux croyances, bien entendu. Les religions ont toujours marqué la façon dont on s'alimente. Il y a de nouvelles croyances autour de l'alimentation qui sont en train de se créer et de se diffuser. Donc au symbolique également. Et Claude Fischler, un grand penseur et un grand chercheur sur ces questions-là, rappelle souvent, pour résumer tout cela, nous sommes ce que nous mangeons. Donc j'aurais envie de vous demander, qui dans la salle a envie d'être un grillon ou un verre de farine? Merci.